Mon nom est Martin Coiteux et vous écoutez Éclairage, le balado de HEC Montréal qui veut démystifier les enjeux au cœur des débats citoyens. Et donc, il y a vraiment un consensus général sur le fait que oui, la polarisation augmente. Surtout, surtout aux États-Unis. C'est surtout que la grosse partie des recherches sur ce sujet ont été faites aux États-Unis, mais la polarisation augmente dans d'autres pays également. C'est essentiellement la polarisation affective qui augmente. Donc la polarisation affective, c'est le fait que les individus qui soutiennent un parti vont de plus en plus détester les individus qui soutiennent l'autre parti. Lorsqu'on pense aux recherches qui intéressent les économistes, évidemment, on s'attend à retrouver toutes sortes d'exemples qui touchent l'organisation des marchés, le commerce, la croissance, les grandes politiques publiques, par exemple la politique monétaire avec la Banque centrale, la politique budgétaire du gouvernement. C'est ça à quoi on s'attend lorsqu'on parle à un économiste qui nous parle de recherche dans des thèmes comme ceux-là. Or, pourtant, les économistes s'intéressent à toutes sortes de choses. On a eu d'ailleurs dans ce balado éclairage, on a eu la chance d'avoir une invitée il y a quelque temps qui était une économiste du secteur de l'éducation. Il y a des économistes qui, à une autre époque, s'étaient intéressés même à la question du mariage, imaginez. Il y a des économistes qui s'intéressent à la question du bonheur. Alors, les économistes s'intéressent à beaucoup de choses et notre invité aujourd'hui est un très, très, très bon exemple de la multitude et de la variété de sujets qui peuvent intéresser les économistes, parce que notre invitée, qui est Caroline Lepennec, professeure adjointe au département d'économie appliquée de HEC Montréal, s'intéresse tout particulièrement au comportement des électeurs et au comportement des leaders politiques en contexte électoral. Alors d'habitude, on s'attendrait à une spécialiste des sciences politiques, mais évidemment, elle est à la frontière de la science politique et de l'économie. Alors, on va discuter de tout ça aujourd'hui avec Caroline. C'est d'autant plus intéressant pour nous et pour les auditeurs du balado que c'est un balado qui porte à la fois sur l'économie, les questions sociales, mais aussi beaucoup sur les questions de fonctionnement de notre démocratie. Et en démocratie, il y a des élections aussi, donc c'est quelque chose d'important pour nous. Alors, Caroline, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très contente d'être ici. Caroline, j'aimerais commencer par une question, disons, plus personnelle. Plus personnelle parce que, oui, je sais que des économistes s'intéressent à d'autres questions que les taux d'intérêt, la croissance, l'inflation. Mais toi, parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, et on peut commencer là, peut-être dans les premiers stades de tes études, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser particulièrement à des questions de cette nature-là? Alors, la politique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis que je suis ado, je dirais. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire, la philosophie, donc toutes ces matières-là quand j'étais au lycée. Et donc, après le lycée, j'ai choisi d'aller faire mes études donc j'étais en France, donc j'ai été faire mes études à Sciences Po à Paris, avec pour objectif ensuite de faire l'ENA, qui est l'école qui forme les hauts fonctionnaires français. Et la plupart des gens qui font de la politique ont fait ce parcours classique Sciences Po ENA. Et donc, c'était un petit peu ça que j'avais en tête. Et une fois arrivée à Sciences Po, je me suis rendu compte que les matières scientifiques dures me manquaient beaucoup, et notamment les maths. Je pensais que je serais très contente de plus jamais en faire. Et non, ça me manquait pas mal. Il y avait que dans les cours d'économie où on utilisait un peu des outils mathématiques. Et le mode de pensée un peu plus très rigoureux, rationaliste qu'il y a derrière les maths. Et ça m'a énormément plu. C'était la première fois que je prenais des cours d'économie et je trouvais ça fascinant d'essayer de modéliser le comportement des humains en utilisant des équations et en faisant des hypothèses. Parfois, on peut remettre en question, qui peuvent être un petit peu simplistes, mais qui permettent d'essayer d'expliquer le monde, d'essayer d'expliquer les comportements sociaux en partant vraiment de la prise de décision de l'individu et d'individus rationnels qui cherchent à optimiser leur choix. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire des études d'économie, mais avec toujours derrière la tête cet intérêt pour la politique. Donc, c'est assez naturellement que j'ai finalement lié les deux en me tournant vers la recherche en économie politique.
Donc, quand j'ai commencé après mes études à Paris, je suis partie aux États-Unis pour faire mon doctorat en économie à l'université de Berkeley, en Californie. Et donc là, ça m'a confirmé que parmi tous les différents champs de l'économie qu'on découvre au cours du doctorat, que c'était vraiment l'économie politique qui me plaisait le plus, enfin, pour lequel j'avais le plus d'intérêt. Et donc, j'ai poursuivi dans cette voie-là. Est-ce que les sciences politiques aujourd'hui utilisent davantage des techniques qui sont les techniques habituelles des économistes? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas aussi une science sociale qui va de plus en plus vers la quantification des phénomènes? Absolument. Et c'est d'autant plus vrai de ce côté de l'océan, donc aux États-Unis et au Canada. Notamment ici à Montréal, il y a à l'Université de Montréal, par exemple, il y a beaucoup de politologues qui font le genre de travaux qu'on pourrait faire dans un département d'économie, tout à fait. En France, c'est beaucoup moins le cas. Et donc, quand j'ai commencé mes études en France, les quelques cours de sciences politiques que j'ai suivis n'avaient pas du tout cette dimension quantitative, cette approche vraiment scientifique rigoureuse, je dirais, d'avoir des hypothèses et d'essayer de les tester empiriquement en utilisant des outils statistiques de pointe, etc. Il y a des gens en France qui font ça en sciences politiques, mais c'est pas, ça reste une minorité. Donc, ça semblait un choix plus naturel vu ce qui m'intéressait de me tourner vers des études, de faire une maîtrise en économie, puis ensuite un doctorat en économie plutôt que la science politique. Alors donc, tu étais intéressé par les sciences politiques, mais peut-être même la politique à un certain stade. Tout à fait, c'est vrai. Il y a longtemps. Ah, il y a longtemps, ça a changé peut-être. On pourra en reparler un petit peu plus en avant dans notre discussion aujourd'hui. Et tu as décidé d'étudier des phénomènes politiques avec les outils qui sont habituellement les outils des économistes, mais quand on étudie la politique avec des outils économiques, on peut étudier différents phénomènes. On peut étudier les institutions même. On peut utiliser des formes d'organisation. Toi, tu as décidé d'étudier les comportements électoraux. Qu'est-ce qui a déterminé ton choix? Alors, donc, c'est vrai que je travaille, jusqu'ici, j'ai travaillé vraiment essentiellement sur les élections et notamment encore plus précisément le rôle des campagnes électorales en démocratie. Donc ça, ce choix de sujet particulier de recherche, c'est peut-être un peu dû au hasard aussi, au hasard des expériences qu'on a dans la vie. Et donc notamment, j'ai été assistante de recherche pour une personne qui à l'époque était doctorant, qui maintenant est professeur à la Business School de Harvard et qui travaillait sur ces sujets-là. Et donc, j'ai travaillé comme assistante de recherche sur l'un de ces projets. Puis ensuite, on a continué de travailler ensemble en tant co-auteur sur plusieurs autres projets sur ces questions d'élection. Et j'ai participé à différentes campagnes, notamment la campagne de François Hollande, qui était candidat à la présidentielle en France en 2012. Et donc, j'ai un peu baigné dans ce monde des campagnes pendant quelques années, au moment où je faisais ma maîtrise et donc juste avant le doctorat. Et donc, j'ai acquis une certaine expertise sur le sujet. Et donc, il y a un petit peu une sorte de dépendance au sentier où quand on devient un petit peu expert dans un... Donc, tu étais un peu dans l'action aussi. J'étais un peu dans l'action. Tu vois comment ça se mène une campagne. Tout à fait. Mais tu as étudié le phénomène, si j'ai bien compris, aux États-Unis, avec des professeurs américains qui devaient s'intéresser particulièrement à leurs propres processus électoraux, à l'environnement politique aux États-Unis, mais tu viens de nous dire, bon, tu as participé aussi à la campagne de François Hollande. Et donc, tu as aussi, évidemment, et tu es française, donc tu as baigné dans le monde politique, comment s'organisent des élections en contexte français. Alors, comment tu as fait l'arrimage entre les deux? Alors, juste un petit bémol, mais en fait, les travaux que j'ai faits sur les élections américaines, en fait, on est une équipe de chercheurs où il n'y a aucun Américain. Aucun Américain? Oui, c'est ça. Okay. C'est la beauté de la recherche. On s'intéresse parfois à des contextes qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît le mieux. Un grand réseau international auquel tu participes. Exactement. Mais alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressée au contexte français? C'est assez évident, parce que c'est celui dans lequel j'ai grandi, que je connais le mieux. Et puis parce qu'il y a des particularités du système institutionnel, du système électoral français qui sont vraiment intéressantes d'un point de vue de recherche empirique. On pourra y revenir, mais le système à 2 tours, par exemple, ça nous permet d'apprendre des choses plus générales sur
les systèmes politiques, la manière de faire campagne, etc., dans d'autres contextes. Mais le fait d'avoir 2 tours nous permet de mesurer des choses qu'on ne pourrait pas mesurer ailleurs, donc dans des systèmes où il n'y a pas de tours. Mhm. Et ensuite, donc, pourquoi m'intéresser aux États-Unis? La bonne réponse, qui est la réponse que ça reste un pays incontournable, un système politique qui a lui aussi ses particularités et qui est intéressant à étudier de son bon droit. Il y a l'autre réponse un petit peu cynique qui est que c'est le pays qui intéresse le plus le chercheur moyen, parce que Mhm. c'est celui qui domine un petit peu Est-ce que c'est celui aussi sur lequel on a davantage de données, Ah, sur lesquelles on peut mesurer les phénomènes qu'on entend tout étudier à et fait. tester des hypothèses? Alors, pour certaines choses, peut-être, mais c'est pas forcément le cas. Non? Parfois et c'est d'ailleurs un peu, paradoxal, mais on peut avoir, il y a des pays dans des démocraties beaucoup plus jeunes, j'allais dire, ou des pays qui sont des démocraties moins établies, où il y a au contraire beaucoup plus de données disponibles. Par exemple, en ce moment, je travaille sur un projet sur le Brésil Mhm. où, il y a une montagne de données disponibles sur les candidats, sur leurs programmes, sur le type de politique qu'ils mènent après les élections, auxquelles on peut avoir accès beaucoup plus facilement que dans des pays comme les États-Unis ou la France. Donc la disponibilité des données, je ne pense pas que ce soit ça la raison principale pour laquelle les chercheurs, moi y compris, s'intéressent aux États-Unis. Mhm. C'est plus parce que je pense ça reste un pays qui domine l'économie mondiale et qui domine aussi la recherche mondiale, Mhm. et qu'il y a un intérêt tout particulier à comprendre comment est-ce que le système politique de cette superpuissance fonctionne, vu l'influence ensuite qu'elle a sur le reste du monde. Tu as parlé des 2 tours en France, Oui. et je pense que la plupart de nos auditeurs savent plus ou moins bien comment ça fonctionne. Je pense qu'ils ont l'idée même que oui, il y a 2 tours en France, donc au présidentiel comme aux législatives. Il n'y a pas vraiment 2 tours aux États-Unis, mais par contre, ils ont le phénomène des primaires. Est-ce que tu le vois comme quelque chose, est-ce que les 2 systèmes, de ce point de vue-là, strictement de ce point de vue-là, ont quand même certaines ressemblances au-delà de leurs différences? Oui, absolument, et c'est une ressemblance qu'on exploite dans plusieurs de mes projets de recherche. Je le mentionnais précédemment, c'est utile en tant que chercheur d'avoir ces systèmes à 2 tours qui existent, parce que ça nous permet d'observer comment un même candidat va se comporter au premier tour, puis au second tour. Donc ça nous permet d'apprendre des choses sur comment est-ce que les candidats préparent leur programme et comment est-ce qu'ils ajustent stratégiquement ou non leur programme en fonction de l'environnement concurrentiel auquel ils font face. Et donc une chose qu'on montre avec mes collègues, c'est que les candidats vont avoir tendance à ajuster leur discours selon l'opposant auquel ils font face. Et ça, on peut le mesurer statistiquement de manière rigoureuse grâce aux 2 tours, en comparant comment un candidat s'exprime, quelles sont les choses qu'ils choisissent de communiquer aux électeurs au premier tour versus au second tour, quand l'identité de leur opposant principal a changé. Et donc ça, on peut le faire en France grâce au système de tours, et aux États-Unis, puisqu'avec le système des primaires, on va avoir des candidats qui, au moment de la primaire, font face à un candidat du même parti qu'eux, qui cherchent à convaincre des électeurs de leur bord, donc soit démocrates, soit républicains. Puis au second tour, donc à la générale, ils vont faire face à un candidat de l'autre bord, Mhm. chercher à convaincre des électeurs qui ne sont plus uniquement les électeurs de leur bord, mais aussi les électeurs potentiellement plus modérés qui hésiteraient entre les deux Les, partis. les fameux indépendants. Voilà. Et donc, ce qu'on observe, c'est que effectivement, les candidats vont avoir tendance à se modérer leur discours entre la primaire et la générale, et qui vont le faire plus ou moins selon le candidat qu'ils ont face à eux. Donc c'est vraiment démontre qu'il y a cette incitation stratégique à vouloir se rapprocher de son opposant pour pouvoir leur piquer certains de leurs électeurs, Mhm. et que ce phénomène, il va avoir tendance en moyenne à rapprocher les candidats du centre. Je reviendrai après sur les États-Unis, mais commençons, si tu veux bien, par la France, parce que c'est un véritable système à 2 tours, très identifié, Mhm. qui est bien rodé maintenant. Je pense que ça existe.
Est-ce que ça n'existait pas avant la Ve République ou ça vient avec la Ve Si, République? ça existait déjà sous la Troisième. Ça existait sous Ouais. la Troisième. Donc, la Troisième République a commencé fin 19e siècle. Mais il y a eu beaucoup de changements de mode de scrutin sous la Troisième République qui a duré longtemps, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a eu certaines élections avec 2 tours, d'autres non. C'était un petit peu le bazar. Alors donc, commençons par le contexte français où c'est clairement un système qui a 2 tours. Et tu nous dis, les candidats à l'élection ont un comportement différent au premier tour par rapport au second tour. Au second tour, on change certaines de nos positions pour nous rapprocher d'électeurs qui auraient pu être tentés par le camp adverse. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu constates, ce que tu as vu, ce que tu vois dans le système français au chapitre des différences entre le premier et le second tour? Oui, tout à fait. Donc, grâce aux données qu'on analyse, je peux le mentionner, ce sont dans le contexte français, ce sont des documents qu'on appelle les professions de foi. Ce sont des documents assez courts de 2 pages dans lesquels les candidats développent leur programme, expliquent aux électeurs qu'est-ce qu'ils feront s'ils sont élus. Et une particularité du système français, c'est que ces documents sont envoyés par la poste à tous les électeurs quelques jours avant l'élection. Et donc, ça nous permet… Avant le premier tour. Avant le premier tour. Et c'est là le second avantage très fort du système français, c'est que les candidats qui sont qualifiés au second tour écrivent une nouvelle profession de foi. Ça s'appelle comme ça, profession de foi. Comme ça s'appelle profession. Oui, exactement. C'est un terme. Alors, historiquement, ça existe depuis la Troisième République. C'est très, très ancien. Et c'est un député qui s'appelait Désiré Barodet qui a eu le souhait que les candidats préparent ce genre de documents et que ensuite les professions de foi des élus soient collectées et rendues publiques afin que les électeurs puissent, s'ils le souhaitent, aller vérifier que les députés qu'ils ont élus ont bien respecté les promesses qu'ils avaient faites pendant la campagne. Donc ça existe depuis, depuis 1880, quelque chose comme ça. Et donc, ces professions de foi, pour des chercheurs qui s'intéressent au comportement des candidats, c'est vraiment une mine d'or. Parce que, comme chaque candidat en prépare, que ce soit aux élections présidentielles ou aux élections législatives, on a des milliers, plusieurs dizaines de milliers de ces documents qui ont été produits. Donc là, dans le projet de recherche que je mentionne, on se concentre sur la Ve République, donc depuis 1958. Et donc, on peut vraiment observer comment plusieurs milliers de candidats se comportent et notamment comment est-ce qu'ils ajustent leur discours entre les 2 tours. Donc, ce qu'on observe, c'est que, et donc là encore, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que tous les candidats font ça, mais qu'il y a une tendance régulière à ce que les candidats changent le focus de leur profession de foi entre les 2 tours. Au second tour, ils vont adopter un ton qui est plus modéré, si on mesure le ton idéologique qu'ils emploient. Comment ça se mesure, ça, cette modération? Alors, il y a plusieurs techniques possibles. Donc, pour ça, on mobilise des outils issus du traitement automatique du langage. Donc, on peut utiliser différentes méthodes. La méthode qu'on utilise est finalement assez simple. Ça consiste à identifier pour chaque mot que les candidats peuvent utiliser, est-ce que ce mot est un mot plutôt de gauche ou plutôt de droite, en regardant si le mot est utilisé de manière prédominante par des candidats de gauche ou des candidats de droite. Et une fois qu'on a donné comme ça un score idéologique à chaque mot, on peut en inférer quel est le score de chaque candidat en regardant les mots qu'il ou elle utilise. Donc, un candidat qui a un score idéologique très à droite, c'est un candidat qui va utiliser beaucoup de mots utilisés par les candidats de droite et jamais par les candidats de gauche. Ça nous permet comme ça de placer tous les candidats sur un axe idéologique gauche-droite et de regarder comment est-ce que leur score évolue entre les 2 tours. D'accord. Donc, ça nous permet… Est-ce qu'on est capable d'identifier un centriste typique avec ces méthodes-là aussi? Tout à fait. On peut donc identifier… on peut identifier les candidats qui ont un score plutôt neutre. Ouais. Et donc là, ça peut être… on peut avoir un score plutôt neutre de 2 façons. Soit parce qu'on utilise de manière indifférente des mots de gauche et de droite, soit parce qu'on n'utilise que des mots très neutres. Et donc, ce qu'on identifie, c'est que cette tendance à se modérer entre les 2 tours, elle est plutôt tirée par le fait de commencer à utiliser des mots neutres, plutôt que nécessairement… Donc, au second tour, on va
changer, on va modérer un petit peu son ton. Ouais. Pas forcément en allant complètement contredire les positions qu'on avait prises au premier tour, mais plutôt en arrêtant de mentionner les positions qui pourraient être plus extrêmes et qui pourraient faire peur, par exemple, aux électeurs centristes qu'on cherche à les persuader. Le système à 2 tours, est-ce que c'est, dans cette optique, un système qui ramène les résultats plus près du centre, pratiquement par design? Oui. Effectivement, et ça, on n'est pas les premiers à le montrer. Il y a aussi des analyses théoriques du système à 2 tours qui font effectivement cette prédiction que le fait d'avoir 2 tours viendrait réduire l'influence des extrêmes Ouais. de 2 façons. Donc en permettant l'élection au premier tour en général, ça va être les candidats modérés, les plus modérés qui vont se retrouver au second tour. Et donc, ce qu'on montre là empiriquement, c'est que non seulement Sauf que, puis je pense que c'est une question évidemment qui me vient à l'esprit. Oui. Si avec tes collègues, avec tes co-chercheurs, vous avez étudié dans le cas du système français plusieurs élections, j'imagine, depuis 1958, depuis le début de la Ve République, la société a beaucoup évolué. Il y a des partis qui ont cessé d'exister, d'autres sont apparus. La notion même d'un discours neutre entre la gauche et la droite, j'imagine que ça a évolué dans le temps. Le langage n'est plus le même, les Absolument, thèmes qui sont abordés ne sont plus les mêmes. tout à La fait, définition du centre, donc, tout n'est à plus fait. la même. Donc c'est pour ça que dans cette étude, on construit cet axe idéologique gauche-droite du vocabulaire année par année. Et effectivement, c'est intéressant. On voit qu'il y a des mots dont la charge idéologique change au cours du temps. Des Ouais. mots qui étaient très à gauche dans les années 60 et qui vont parfois même basculer à droite vers la fin de la période. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et dont effectivement, on essaye de contrôler pour ça en étudiant le discours, les changements de discours vraiment élection par élection. Ouais. Donc, en particulier dans le cas de la France, on a dit peut-être par design, mais aussi les professions de foi qui évoluent entre le premier et le second tour devraient logiquement favoriser des positions plus centristes, même si, comme on vient de le dire, les positions centristes d'aujourd'hui ne sont plus les positions centristes, par exemple, de 1958 ou des années 60 ou des années 70. Mais il y a un phénomène plus récent en France où des tendances identifiées davantage aux extrêmes se retrouvent au second tour. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce système-là qui est en train d'évoluer et changer de nature? Alors, le fait que les extrêmes, notamment que le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, effectivement, se retrouve bien plus souvent au second tour. Aux élections présidentielles, c'est maintenant systématique depuis quelques élections. Aux législatives, de plus en plus, notamment la dernière législative. Je pense pas que ce soit une modification dans la manière la manière dont fonctionne le système à 2 tours, c'est plus la révélation de, la montée, de la popularité électorale de ce parti, voilà, qui recueille, maintenant suffisamment de votes pour pouvoir se qualifier au second tour. Hem Ouais, mais je pense pas que ça n'est pas une remise en cause nécessairement de la manière dont, ce n'est pas dû au fait que les candidats se comportent peut-être différemment entre les 2 tours. D'ailleurs, en fait, ce phénomène de modération, d'essayer de se rapprocher de son opposant, on voit que ce sont d'ailleurs les candidats d'extrême droite qui le font le plus. Alors, c'est en partie parce qu'ils partent de très loin au premier tour. Ils ont un programme qui est bien plus extrême que leurs opposants de centre-gauche ou centre-droit. Donc, quand ils se retrouvent au second tour, on trouve qu'en moyenne, ils vont vraiment modifier le contenu de leur profession de foi et adopter un discours beaucoup plus modéré, beaucoup plus neutre. Donc, c'est comme Donc, une redéfinition de ce qu'est la gauche et la droite. je dirais que c'est plutôt ça. Et effectivement, que ce qu'on observe, le fait d'avoir plus de ces candidats qualifiés au second tour et plus de ces candidats élus, ça reflète davantage une transformation
les préférences politiques des électeurs davantage que une modification dans un peu la machine électorale, la manière dont se comportent les candidats. Et le phénomène Macron, bon, je ne parle pas de Macron aujourd'hui, qui a des enjeux de popularité. Il y a beaucoup d'instabilité aussi depuis la dernière élection législative qui a produit aucune majorité claire, du moins d'un seul parti ou de quelques coalitions capables de gouverner. Même à l'heure actuelle, c'est très difficile en France. Mais Macron est arrivé en France au tout début comme ni gauche ni droite en même temps. Et puis, ça a été, à l'époque, une révélation. Hein? Il a renversé l'ordre établi. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être interprété par les mêmes recherches, à l'aide des mêmes outils, ou c'est un phénomène nouveau, autant que le Rassemblement national est devenu un phénomène nouveau qui a poussé à une redéfinition de la droite en France? Oui, c'est vrai que cette tendance, je pense que c'est assez... qui semblait très nouvelle, effectivement, au moment, en 2017, quand Macron a été élu, alors que encore même pas une année auparavant, ça semblait impensable. Personne, on le connaissait à peine, et cetera. Il n'avait le soutien d'aucun parti. Et donc, c'est un peu, je veux dire, cette mode de dire on va dépasser les partis, etc. C'est un discours qui a trouvé beaucoup de résonance. Il y avait beaucoup d'électeurs qui étaient très séduits par cette idée-là. Je pense que c'est pas si. Déjà, c'est pas le premier. Pendant la Ve République, il y a déjà eu des présidents qui se réclamaient comme étant des champions du centre. Valéry Giscard d'Estaing en était un également, donc, dans les années 70. Donc, je pense que c'est pas. Et si on remonte encore plus loin, on a évoqué la Troisième République précédemment, il y a eu des périodes, pareil, au cours de ce régime-là, où il y a eu des moments de tripartie, où il y avait une force au centre qui était relativement, en tout cas très présente. Donc, c'est pas complètement nouveau d'avoir, dans l'histoire de la politique française, d'avoir un candidat ou un mouvement qui se prétend au-dessus de la droite et la gauche. Ce qu'on voit, je pense, c'est que le clivage gauche-droite finit un peu toujours par revenir. Et donc, c'est ce qu'on observe, je pense, aujourd'hui, avec un clivage qui est un peu différent, puisqu'on n'a plus, c'est plus le Parti socialiste versus le Parti gaulliste traditionnel qui a beaucoup changé de nom. Ça a été RPR, puis UMP, etc. Mais donc, c'est toujours un peu les mêmes entités, Parti socialiste à gauche, Parti gaulliste à droite. Aujourd'hui, on a un clivage gauche-droite qui s'exprime différemment dans le paysage des partis, mais qui est quand même sous-jacent et qui vient montrer que cette illusion un peu de dépasser le clivage de partis, elle fonctionne pas tellement. Chasser le naturel, il revient au galop. Exactement. En France, avant de pivoter vers les États-Unis, combien d'électeurs sont disponibles en termes de disposition à changer d'idée entre le premier et le deuxième tour? Autrement dit, lorsqu'on modère sa profession de foi au deuxième tour, quelle chance avons-nous, de ce point de vue-là, de convaincre des électeurs de se joindre à notre groupe, à notre coalition d'électeurs? Alors ça, c'est une question auquel je pense tous les candidats et partis rêveraient de pouvoir répondre, mais à laquelle, malheureusement, je ne peux pas donner de réponse parce que c'est très difficile à mesurer. Est-ce que vous avez cherché quand même à le mesurer? Alors, on peut établir des corrélations entre à quel point est-ce qu'un candidat se modère et quelle est la part des votes qu'il va recevoir au second tour. Mais ça reste une corrélation. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que la corrélation, elle irait plutôt dans l'autre sens. Et la raison, c'est parce que les candidats qui se modèrent le plus, en général, c'est ceux qui le font parce qu'ils en ont vraiment besoin. Donc, je l'ai mentionné, on trouve que les candidats d'extrême droite vont beaucoup se modérer entre les deux tours. Ça peut être parce que, comme je l'ai mentionné, ils ont plus de chemin à faire pour essayer d'aller peut-être convaincre des électeurs plus au centre. Mais c'est aussi sans doute parce qu'ils sont en moins bonne posture que le candidat modéré auquel ils font face. Ils ont moins de chances, en tout cas jusqu'ici, dans les élections qu'on a étudiées, ils avaient, toutes choses égales par ailleurs, vraiment moins de chances d'être élus, même en se qualifiant au second tour, que le candidat modéré. Et donc, s'ils veulent avoir augmenté quand même un petit peu leur chance de gagner, ils avaient besoin de plus modifier leur discours.
Donc, ce qu'on observe dans les données, c'est plutôt l'inverse, c'est que les candidats qui se modèrent plus ont moins de chances de gagner, mais c'est pas une relation causale. C'est pas parce qu'ils se sont moins modérés qu'ils gagnent moins. On pense que c'est plutôt que ces deux choses vont ensemble. C'est parce qu'on a moins de chances de gagner ex ante Qu'on est obligé de et se qu'on va modérer. se modérer plus, Ouais, mais qu'on va quand même pas gagner autant que le candidat en face. d'accord. On va pivoter vers le cas américain, qui est différent. Il n'y a pas de 2 tours, mais il y a des primaires. Oui. Et contrairement à la France, même si tu nous as parlé d'un parti socialiste traditionnellement représentatif de la gauche, de différentes incarnations d'un parti gaulliste qui représente davantage un centre-droit modéré, disons. Mais il y a des extrêmes aujourd'hui. À droite, il y a le Rassemblement national, il y a la France insoumise à gauche. À d'autres époques, il y avait le Parti communiste aussi, hein, qui n'existe plus en tant que tel. Donc, il y a un multipartisme en France qu'on ne retrouve pas aux États-Unis. Donc, est-ce que ça change la dynamique? Oui, absolument. Ça change la dynamique. Donc même si, comme je l'avais dit un peu plus tôt, ce phénomène de vouloir se rapprocher de son opposant et d'avoir donc cette tendance à la modération entre les deux tours, on l'observe dans les deux pays, mais elle s'exprime différemment. Et notamment, donc j'ai beaucoup parlé de la modération idéologique dans le contexte français. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile de se rapprocher de son opposant idéologiquement, puisqu'on est dans un système biparti où, avec une polarisation grandissante et donc des candidats républicains et démocrates qui vont avoir des programmes vraiment trop différents pour pouvoir essayer de se rapprocher du programme de leur opposant. Mais on observe quand même cette tendance à vouloir se imiter ou en tout cas se rapprocher de son opposant, mais qui s'exprime différemment et qui s'exprime notamment à travers la complexité du langage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on montre dans nos analyses, c'est que les candidats vont, donc entre la primaire et la générale, adapter la manière dont ils parlent, donc parler d'une façon plus ou moins sophistiquée, et que ça va dépendre du candidat auquel ils font face à la générale. Donc, si jamais je suis un candidat démocrate qui fait face à un républicain qui utilise un langage très simpliste, eh ben, je vais moi aussi diminuer un petit peu le niveau de complexité de mon discours et chercher à utiliser un langage plus simpliste également. Donc, la manière dont on interprète ces résultats, c'est que les candidats utilisent d'autres stratégies pour essayer d'aller de la même façon piquer les électeurs à leurs opposants, et que quand ils ne peuvent pas le faire sur le terrain idéologique pur, parce qu'il y a peut-être trop de distance entre eux et leurs opposants, eh ben, ils vont le faire par d'autres moyens et en adaptant par exemple à la forme de leur discours pour essayer de s'adresser aux mêmes électeurs que leurs opposants. Pour les États-Unis, et je reposerai la question, j'ai l'impression qu'on a davantage de données qui nous permettent de quantifier le bassin des électeurs disponibles pour s'ajouter aux électeurs traditionnels de chacun des deux partis, les fameux indépendants. En France, c'est plus flou, je crois, mais aux États-Unis, c'est assez clair. Puis tu as parlé de polarisation ici. Donc, le bassin d'électeurs susceptibles de changer d'idée par rapport à quelques mois avant l'élection et le jour de l'élection aux États-Unis, est-ce qu'il n'est pas davantage réduit qu'ailleurs dans le monde? Tout à fait. Il est beaucoup plus bas. C'est quelque chose que j'étudie dans dans un autre volet de ma recherche où je m'intéresse pas seulement aux candidats, mais aussi aux électeurs et donc quelle est l'influence des campagnes sur le choix des électeurs. Et notamment dans une étude où on a analysé les données d'enquête électorale dans une dizaine de pays, dont les États-Unis et dont le Canada. Et on établit, on mesure la part des électeurs qui ont formé leur choix de vote pendant les 2 mois qui précèdent l'élection. Donc vraiment pendant la période de la campagne électorale. Et ce qu'on observe, c'est effectivement que aux États-Unis, cette part d'électeurs qui vont donc changer d'avis pendant la campagne, elle est beaucoup plus basse qu'ailleurs. C'est environ 5. Très peu. C'est peu, c'est peu, effectivement. Est-ce que Heu, ça a toujours été 5 Est-ce que ça a déjà été plus élevé? alors, c'est
un résultat qui nous a surpris, c'est qu'en fait, ces 5%, c'est extrêmement stable autour du temps. Donc, nos données d'enquête qu'on utilise, elles remontent jusque dans les années, la fin des années, je pense 1940. Elles remontent très loin dans le temps. Et on mesure, donc, bien sûr, ça change un petit peu d'une élection à Ouais. l'autre, mais on reste autour d'une moyenne de 5% des électeurs qui choisissent pour qui voter pendant les 2 mois qui précèdent l'élection aux États-Unis. Il y a d'autres pays où c'est bien plus élevé. Au Canada, on est plutôt autour de 35%, avec pareil une moyenne, donc cette moyenne de 35%. 35% au Canada. Ça, c'est Ouais, aux élections fédérales. aux élections fédérales, tout à Ouais. fait, tout à fait. Et là aussi, ça reste stable au cours du temps. Donc pour les données canadiennes, elles remontent jusque dans les années 80. Donc, 7 fois moins Oui, d'électeurs potentiellement tout à qui sont fait, susceptibles de changer d'idée aux États-Unis qu'au Canada. tout à fait. Et même pour moi, ben, évidemment, ça a été, vous l'avez étudié, vous l'avez trouvé. Pour moi, c'est un peu contre-intuitif par rapport à cette idée, pour les États-Unis, du moins, que la polarisation est grandissante. Donc, la capacité de faire des gains en modérant son discours semble être très, très, très limitée aux États-Unis. Donc, mais ce que tu nous dis, c'est qu'elle a toujours été limitée depuis qu'on mesure le phénomène. Ça me semble un peu contre-intuitif parce qu'avant les campagnes, peut-être que je me Mm, trompe, hein, mais j'avais l'impression que les campagnes avant, même si les républicains avaient leurs idées, les mm. démocrates avaient leurs idées, grosso modo, on s'entendait sur un plus grand nombre de choses entre républicains et démocrates qu'aujourd'hui. Mhm. Mais malgré tout, toujours ce 5 Tout à fait. Et c'est pour ça que je mentionnais que ce résultat nous avait surpris, parce que je pense qu'on s'attendait, nous aussi, en tant que chercheurs, à voir cette part de l'électorat qui forme son choix de vote pendant la campagne diminuer au cours du temps. Et on voit que c'est pas le cas. Euh, alors, donc, tu mentionnes donc le phénomène de polarisation qui, on pourrait s'y attendre, devrait changer un petit peu cette équation. Donc la polarisation, c'est pas un sujet que j'ai moi-même étudié, mais c'est un sujet qui est extrêmement présent dans la recherche en économie politique aujourd'hui, puisque c'est un des phénomènes principaux qui est en train de transformer nos systèmes politiques au cours des dernières décennies. Et donc, il y a vraiment un consensus général sur le fait que oui, la polarisation augmente. Surtout, alors, j'allais dire surtout aux États-Unis. C'est surtout que la grosse partie des recherches sur ce sujet ont été faites aux États-Unis, mais la polarisation augmente dans d'autres pays également. C'est essentiellement la polarisation affective qui augmente. Donc la polarisation affective, c'est le fait que les individus qui soutiennent un parti vont de plus en plus détester les individus qui soutiennent l'autre parti. Et on observe aussi une augmentation de la polarisation mesurée par d'autres mesures, et notamment par la manière dont les gens votent. Mais je pense que vraiment le résultat le plus marquant, c'est cette augmentation de la polarisation affective, qui donc se traduit plus par des changements d'attitude des électeurs, mais pas nécessairement pas dans la manière dont ils votent, dans le sens où ce sont peut-être des électeurs démocrates qui ont toujours voté démocrate. Le fait que la polarisation augmente ne veut pas dire qu'ils se mettent à voter encore plus démocrate qu'avant, mais simplement qu'ils ne comprennent plus les électeurs républicains. Ça, je trouve ça intéressant, le terme, l'expression polarisation affective. Je te soumets une autre façon de l'interpréter. Tu me diras ce que tu en penses, mais la définition même de la gauche et de la droite en Occident a évolué dans le temps. Avant, c'était la défense des ouvriers. C'était vraiment axé sur la défense de certaines conditions économiques des gens qui avaient le plus de mal à arriver sur le plan économique. La défense des ouvriers, la défense des prolétaires. Le discours de gauche était là. Le discours de droite était plus conservateur, traditionnel, travail, famille, patrie, là, disons. Dans le contexte français, on entendait ça beaucoup. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus identitaire. Les minorités, le droit des minorités, les débats sont plus les mêmes, mais aux États-Unis aussi, on a la même chose. Oui, j'allais dire, mais c'est peut-être surtout aux États-Unis que ça a eu. Donc effectivement, donc là, aux États-Unis, là, je dirais qu'il y a donc ce phénomène de polarisation qu'on vient de mentionner. Il y a un deuxième phénomène
présent aux États-Unis et ailleurs aussi, qui est un réalignement, une redéfinition, comme tu viens de dire, de ce qui est la gauche et la droite, en fonction de qui sont les électeurs qui votent pour un parti ou l'autre. Donc traditionnellement, c'est un clivage plutôt économique qui a déterminé ce qu'était la gauche et la droite. Pour caricaturer, les pauvres votent à gauche, les riches votent à droite. De plus en plus, on a, au cours des dernières décennies, une redéfinition de ce clivage où c'est davantage le niveau d'éducation qui va déterminer pour qui on vote, avec les électeurs plus éduqués qui vont voter à gauche, les électeurs moins éduqués qui vont voter à droite. Il y a le clivage rural-urbain aussi, qui est peut-être Tout à fait. corrélé. Il est effectivement corrélé. Ouais. Tout est corrélé, mais donc ce que d'autres chercheurs ont montré, c'est que c'est vraiment notamment Thomas Piketty, qui est un chercheur français, fait l'argument que c'est vraiment l'aspect éducation, le facteur éducation, qui vient maintenant expliquer le clivage gauche-droite dans les démocraties aussi occidentales. Je reviens à ce 5 d'électeurs potentiellement disponibles aux deux partis dans le contexte américain, mais c'est un 5 qui s'applique à un pourcentage de gens moindres qui vont voter, ultimement. Est-ce que c'est possible aussi? Donc, dans le fond, dans ce contexte-là, ça vaut même plus la peine d'essayer de convaincre ces électeurs-là. On essaie de consolider sa base davantage et donc on prend des positions plus extrêmes, y compris, entre guillemets, au second tour, dans le contexte américain, c'est-à-dire l'élection proprement dite après les primaires, qui serait l'équivalent au second tour dans le contexte américain. Est-ce que ce phénomène-là, qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voter et qu'il y a cette stabilité du 5 susceptible de changer d'avis, mais qui s'applique à un bassin plus faible d'électeurs, est-ce que ça ne force pas les partis à être moins modérés de manière générale et chercher à consolider les croix ou meurent? Oui, on pourrait tout à fait s'attendre à ça. Et effectivement, on le voit donc dans les données que nous qu'on analyse, on voit effectivement que le discours des candidats au stade de la primaire suit l'évolution de la polarisation telle qu'elle a été mesurée par d'autres, et que donc on va avoir une distance plus importante à mesure que le temps passe entre le discours des républicains pendant la primaire républicaine et le discours des démocrates pendant la primaire démocrate. Ce que ça veut dire, c'est que les candidats démocrates et les candidats républicains parlent de façon vraiment différente. Ils abordent des sujets différents, ils utilisent des termes différents, etc. Mais on observe toujours ce phénomène de recentrage entre la primaire et la générale. Est-ce qu'on peut appliquer ça à Donald Trump, ce phénomène de modération entre la primaire et l'élection proprement Alors, dite? c'est vrai que Donald Trump est vient peut-être faire démentir les données. Alors, encore une fois, ce que je décris comme ce phénomène de se rapprocher de son opposant et de se recentrer, c'est une régularité qu'on observe dans les données. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas déterministe. Ça ne veut pas dire que tous les candidats agissent exactement de la même façon et se comportent de cette façon-là. Ça veut juste dire qu'en moyenne, les candidats le font. Ce n'est pas du tout... ça laisse la liberté à certains candidats à se comporter différemment. Et peut-être que Trump est effectivement l'exception qui vient confirmer la règle. Je vais quand même noter que peut-être que si Trump n'a pas démontré cette forme de recentrage pendant sa campagne, la campagne de Kamala Harris, on lui a reproché justement beaucoup d'électeurs démocrates de s'être trop recentré, exactement. Donc, au moins d'un des deux côtés de l'élection, il y a eu Ça m'amène à une question. Je crois que il peut y avoir des exceptions pour certaines élections, mais je pense que le phénomène qu'on observe dans presque toutes nos démocraties, c'est qu'il y a une participation moindre aux élections des électeurs, notamment des jeunes, pas exclusivement des jeunes, mais surtout des jeunes. Donc, les taux de participation diminuent dans le temps. Ça peut être dû à plein de phénomènes, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien entre cette modération des discours au second tour et le fait que personne retrouve vraiment les raisons qui le motiveraient à aller voter, sans que ces enjeux sont reflétés? Je prendrais par exemple l'exemple des démocrates dans le contexte américain.
il y a une certaine désaffection des classes populaires. Ça a été observé aux États-Unis à l'égard des démocrates. Certains d'entre eux ont glissé vers les républicains, surtout depuis qu'ils ont un discours beaucoup plus populiste. Je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser ici, parce que les démocrates se sont éloignés de leurs préoccupations principales, qui étaient peut-être d'ordre économique et social. Est-ce que ce phénomène-là ne vient pas engendrer une désaffection des électeurs à travers le temps? Est-ce que vous avez mesuré ou est-ce que c'est des hypothèses sur lesquelles vous travaillez? Alors, ce serait effectivement une question de recherche. Enfin, oui, donc j'ai pas la réponse. C'est pas quelque chose c'est pas une hypothèse qu'on a testée, mais c'est une hypothèse qui est tout à fait valide et il y aurait beaucoup de valeur à essayer de la tester empiriquement. Euh, c'est quelque chose qui est difficile à faire avec les données qu'on a déjà utilisées pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment, le fait que ce soit difficile de déterminer si un candidat qui s'est beaucoup modéré gagne plus souvent qu'un candidat qui ne s'est pas modéré. De la même façon, on peut regarder la corrélation entre à quel point les candidats se sont modérés et le taux de participation des électeurs, mais ça restera une corrélation. Ça veut dire qu'on ne pourra pas déterminer que la cause de taux de participation, c'est la modération des candidats. Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que la modération a déjà été gagnante en termes électoraux et elle l'est moins aujourd'hui? Et dans le fond, toutes les campagnes désormais se font sur une base beaucoup plus de consolider sa base électorale, même s'il y a une tendance à la modération, mais elle s'est atténuée dans le temps. Est-ce qu'on pourrait faire cette hypothèse ou est-ce qu'on observe ça? On pourrait faire cette hypothèse. Oui, j'aurais pas la réponse de pouvoir dire est-ce que empiriquement, effectivement. Ça veut dire qu'on a encore des choses à étudier. Il y a encore beaucoup de choses à étudier là-dessus. Okay. Ça, c'est évident. Peut-être ce que je pourrais évoquer, c'est que ce qu'on observe, donc sur est-ce que la modération est gagnante ou non, ce qu'on observe dans nos données, c'est que ceux qui se modèrent le plus sont en général les hommes et les femmes politiques qui sont le plus expérimentés, notamment donc les candidats sortants, donc ceux qui ont déjà été élus par le passé, ou ceux qui se sont déjà présentés. Donc il y a un peu en ce sens, ça pourrait révéler qu'il y a effectivement que se modérer mène à la réussite, puisque si on est le candidat sortant, ça veut dire qu'on a déjà gagné par le passé. Donc peut-être parce qu'on s'était déjà modéré dans le passé, on a gagné. Et on continue de se modérer plus souvent par la suite. Mais ça reste une hypothèse. Peut-être qu'on a appris à apprécier aussi ses propres adversaires parce qu'on a baigné dans le même moule. Et puis, la sagesse de l'expérience, disons, peut-être ça peut jouer aussi. J'aimerais consacrer un petit peu de temps aussi au Canada parce que tu l'as évoqué et c'est un chiffre assez frappant. Contrairement aux États-Unis où il n'y aurait que 5 % du bassin d'électeurs qui serait disponible en termes de changer d'idée, en somme. Au Canada, on a parlé de 35 %. Oui. Ça m'apparaît énorme. Alors, tu as étudié aussi le cas canadien. Qu'est-ce qu'on peut dire du cas canadien qui le rend différent à la fois de la France et des États-Unis dont on a parlé aujourd'hui? Alors, sur le cas, donc le Canada, je l'ai vraiment étudié dans le cadre de ce projet où on s'intéresse au comportement des électeurs et leur propensité à former leur choix de vote pendant la campagne. J'ai pas étudié les candidats canadiens. Donc, même si je pense que donc les régularités qu'on observe en France et aux États-Unis, elles s'appliquent à d'autres pays. Canada, il n'y a pas de tour, donc on ne peut pas, de la même façon qu'on le fait dans les deux autres pays, observer. Il n'y a pas les professions de foi aussi claires non plus. Exactement, voilà. Quand on a les plateformes. Exactement. Mais, donc même si on ne peut pas tester vraiment empiriquement si les candidats canadiens se comportent de la même façon que les Américains et les Français, il y a fort à parier que c'est le cas et que les positions qu'on observe, les positions que les candidats canadiens prennent pendant leur campagne, elles sont la résultante de ce calcul un peu stratégique que les candidats font entre se rapprocher de leur opposant. Donc en ça, je ne pense pas que le Canada diffère. Il n'y a pas de raison de penser que les candidats canadiens se comportent autrement que les candidats français et les candidats américains.
pour ce qui est des électeurs canadiens, je pense que c'est donc le Canada n'est pas le seul pays multiparti dans l'échantillon qu'on utilise. J'avais évoqué qu'on regarde une dizaine de pays et donc vraiment cette il y a cette exception dans notre échantillon qui sont les États-Unis, qui sont un système à deux partis. C'est là où on voit cette part de l'électorat plus faible qui forme son choix de vote pendant la campagne. Tous les autres pays qu'on étudie sont des systèmes multipartis, comme le Canada. Et donc, dans tous les autres pays, on voit des fractions de l'électorat plus élevées. Jusqu'à 35% comme au Canada? Oui. Alors, Okay. j'ai pas retenu le chiffre pays par pays, mais le Canada n'est pas tout seul en haut de cette. Il y a plusieurs autres pays dans lesquels cette fraction est aussi élevée. J'ai pas retenu quels étaient les pays en question. Mais donc, parmi les autres pays qu'on a dans l'échantillon, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse. Donc, ce sont tous des pays avec un système multiparti où on imagine les préférences sont plus malléables. C'est plus facile pour un électeur d'hésiter entre un parti de centre droit versus un parti de centre gauche. Et, voilà, Mais en même temps, c'est peut-être un espoir de ma part, mais j'aimerais pouvoir aussi l'interpréter en disant que notre société ici au Canada est moins polarisée. On a un bassin d'électeurs beaucoup plus grand de gens qui ont essentiellement des positions modérées. Et donc, peut-être que le centre de gravité politique dans un pays comme le nôtre est plus près du centre que ce qu'on peut observer, par exemple, aux États-Unis, où il y a moins de basculement entre gauche et droite avec des tensions qu'on peut observer en France aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ça peut être préservé? Est-ce qu'on est totalement immunisé des grandes tendances à la polarisation? Ça, c'est une grande question. Lorsqu'on regarde l'ensemble des démocraties, là, on en a parlé de trois, deux en détail, la France, les États-Unis, on vient de parler un peu du Canada, mais quand on regarde l'évolution de nos démocraties, de ton point de vue, oui, d'économiste, mais de quelqu'un qui s'est intéressé aux questions politiques même avant même de commencer à faire l'économétrie de tout ça sur les comportements électoraux, est-ce que tu es inquiète, toi, vis-à-vis de l'évolution de nos sociétés démocratiques? Participation, polarisation, la montée des extrémismes, la difficulté de faire consensus sur des grands enjeux de politique publique. Est-ce que tu es inquiète? Oui, je pense que c'est effectivement une époque, c'est un passage un peu compliqué pour la démocratie libérale en ce moment. Donc on l'a tout à fait, tu l'as évoqué, donc la polarisation grandissante. Donc le fait qu'effectivement ce soit de plus en plus difficile de trouver de faire vivre le débat démocratique et d'atteindre des compromis, ce qui est pourtant vraiment le cœur de la démocratie, de la manière dont un système démocratique devrait fonctionner. Et donc, on l'a peut-être rapidement évoqué, mais donc la montée de mouvements plus populistes, notamment le populisme de droite, qui sont pas des mouvements qui sont en soi antidémocratiques, même plutôt à l'inverse, parce que la définition du populisme, en tout cas la définition sur laquelle s'accordent les chercheurs en économie et en sciences politiques aujourd'hui, c'est que le populisme, c'est un mouvement qui va mettre en opposition un peuple qui serait vertueux et des élites qui seraient corrompues. Et donc la définition de qu'est-ce qu'est le peuple et qu'est-ce que sont les élites diffère selon qu'on est un populiste de gauche ou un populiste de droite. Pour les populistes de droite, c'est la définition du peuple, c'est une définition très nativiste. Ça va être les gens qui sont nés et ont grandi, qui partagent les origines du pays. Et les élites corrompues, ce sont les mondialistes qui voudraient encourager l'immigration, etc. Et donc, ces mouvements populistes ne sont pas, je l'ai mentionné, ne sont pas par essence antidémocratiques, parce qu'au contraire, ce qu'ils cherchent à préserver absolument, ce serait la souveraineté du peuple. Mais ce sont des mouvements qui sont très antilibéraux. Donc, la montée l'arrivée au pouvoir de leaders populistes
ça peut entraîner des dérives autoritaires. Ça, c'est aussi une question empirique à laquelle on n'a pas la réponse. Est-ce qu'il y a une tendance systématique à ce qu'un leader populiste entraîne ensuite une dérive autoritaire du régime? Mais ce qui est sûr, c'est que ça met un peu en danger le système libéral, la démocratie libérale, donc représentative, donc ce principe d'avoir des électeurs qui ne vont pas donner leur avis sur toutes les questions, sur toutes les décisions publiques qui doivent être prises, mais qui vont élire des représentants pour voter en leur nom. Et donc, je pense que c'est ce concept de représentation qui aujourd'hui est en crise, des électeurs qui ont de moins en moins confiance en leurs représentants. Et ça s'exprime peut-être par du coup une montée de ces mouvements qui prétendent vouloir tout renverser, renverser notamment ces élites qui seraient corrompues pour redonner le pouvoir au peuple. Et donc, en cela, réduire, en tout cas mettre en danger le principe de représentation sur lequel repose la démocratie libérale. Oui. Alors, c'est un petit peu dans la grande thématique de la redéfinition des positions traditionnellement de gauche et droite. Aujourd'hui, le populisme a fait irruption, le nativisme, le thème de l'immigration, qui était moins discuté avant, qui est devenu central dans plusieurs pays. Dans le fond, chercher à être modéré tout en s'occupant des problèmes qui sont véritablement sentis par le peuple, c'est peut-être ça qui est l'antidote ultimement pour maintenir un système démocratique en vie et en santé. Oui, en tout cas, c'est l'espoir. C'est l'espoir qu'on a en tant que... ça dépend de quel bord on est, mais si on est, oui, comme la plupart des économistes, si on souhaite défendre ce principe d'une économie et d'une démocratie libérale avec des positions modérées qui iraient du centre-gauche au centre-droite. Et on a l'espoir, effectivement, qu'il reste... c'est parce que la modération implique le compromis. Et le compromis dans une société où il y a des opinions diverses qui s'expriment, c'est pas un mauvais objectif de faire des compromis pour avancer. Non, absolument. C'est même, comme je l'ai dit avant, je pense que c'est vraiment là-dessus que repose le système démocratique. Cette idée que c'est très difficile d'agréger les préférences individuelles de millions d'individus et que pour y arriver, il faut faire des compromis. Et donc, cette difficulté à atteindre des compromis qui est potentiellement de plus en plus difficile dû au phénomène de polarisation qu'on a mentionné, eh bien, effectivement, ça vient vraiment rendre ça vient complexifier le fonctionnement de nos démocraties. Quel serait le remède? Ça, j'ai pas de réponse miracle. Ouais. Mais il faut au moins se poser les questions. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de te poser beaucoup de questions, effectivement, sur cette question du comportement des électeurs, des leaders politiques. Je pense que les recherches que tu mènes avec tes co-chercheurs, tes collaborateurs sont passionnantes. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode d'éclairage. Et qui sait, on pourra peut-être se revoir pour parler aussi des remèdes, éventuellement. Merci, Caroline. Et merci beaucoup.